Eh bien, bonjour Denise. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'idée de cet entretien. C'est un entretien en fait destiné à aider les étudiants en master et puis en licence 3 aussi qui veulent faire de la recherche, de comprendre une œuvre, une production scientifique, le travail d'un chercheur, parce qu'ils consultent des ressources sur papier, mais ça ne rend pas la richesse de cette dynamique. Donc je suis vraiment très ravie puisque nous travaillons toutes les deux dans le domaine de la didactique des sciences. Moi je suis dans la biologie, toi tu es dans la biologie et la géologie, donc je te poserai des questions sur ce que tu as développé et qui est très intéressant dans le domaine de la géologie. Donc on va commencer par d'abord la problématisation. Tu as beaucoup travaillé sur cette problématique-là. On sait qu'en sciences... la problématisation est partie prenante de la démarche scientifique, de la démarche d'investigation pour développer des activités avec les élèves. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail que tu as fait sur la problématisation, comment l'idée est arrivée, comment tu as fait pour explorer cette problématique et les résultats que tu as obtenus? Est-ce que tu es contente? Qu'est-ce que tu veux encore développer par la suite? Alors, merci tout d'abord, Faouzia, de cette occasion que tu me donnes de parler de mes recherches, mais je devrais dire de mes recherches inscrites dans des groupes de recherche. On ne travaille jamais tout seul. Tu l'as dit, c'est vrai que ce qui nous réunit, ce sont les sciences de la vie et de la terre, avec des spécificités de recherche pour l'une et pour l'autre. Donc là, puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais parler effectivement surtout de travaux en didactique des sciences de la terre, mais comme on l'avait développé, comment on avait développé une réflexion sur, ça fait déjà longtemps, sur, on va dire, la complémentarité, l'articulation des sciences de la vie et de la terre. Travailler sur les sciences de la vie nous amène forcément à un moment donné à travailler sur les sciences de la terre et réciproquement. Alors, c'est vrai que je m'inscris dans le cadre de l'apprentissage par problématisation. D'où vient cette idée? Comme tu me le demandes, en fait, j'ai eu la chance de reprendre des études, des recherches universitaires après une vingtaine d'années d'enseignement, dans un groupe très dynamique qui développait ce cadre de la problématisation. Et là, je vais citer Michel Fabre et Christian Orange, mais d'autres se sont rajoutés. Donc il y a eu un cadre, un environnement très propice, je dirais, à la réflexion. Et ça venait bien dans mon parcours parce que, avec l'expérience d'enseignement que j'avais dans le secondaire, et même aussi avec l'expérience d'enseignement que j'avais à l'université, que j'assurais quelques cours à l'université, en licence d'abord, eh bien, je me suis posé pas mal de questions sur ces apprentissages. Donc, ne pas cantonner l'élève, on va dire, réfléchir sur la difficulté, sur les difficultés d'apprentissage que peuvent avoir les élèves et considérer l'élève aussi comme un sujet pensant, ça m'a beaucoup intéressée. Donc voilà un peu mon entrée en recherche et le cadre des réflexions, des recherches sur la problématisation. Alors, si on revient un petit peu sur ce cadre des apprentissages par problématisation, c'est vrai qu'on pourrait dire que cette réflexion là-dessus se place dans un, peut-être, je dirais, un cadre plus grand, qui est un cadre rationaliste, avec des références à Bachelard, à Popper, et le fait que, eh bien, on va dire que il y a une mise en valeur des problèmes
du travail des problèmes, et dans ce travail des problèmes, une orientation non pas seulement vers leurs solutions, mais aussi vers ce qui fait qu'on va construire et retenir telle solution et pas une autre. Donc il y a tout un travail pour, produire des solutions raisonnées, hein, et à ces problèmes. Hein. Donc là, si on emploie des termes, on va dire, enfin les termes que l'on emploie, c'est que finalement on valorise des savoirs apodictiques, et on les distingue de savoirs assertoriques. Les savoirs assertoriques seraient des savoirs qui se limitent, on va dire, aux solutions, hein, et les savoirs assertoriques, eh bien, comprennent bien sûr les savoirs apodictiques, pardon, excuse-moi, les savoirs apodictiques comprennent bien sûr des solutions, mais aussi ce qui fonde ces solutions, les raisons qui font qu'on les retient. C'est vraiment, ça donne de l'épaisseur au savoir. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc une valorisation des problèmes, une valorisation du travail des problèmes et une valorisation de savoir raisonner. Hein. Mais dès lors qu'on se place dans des disciplines scientifiques comme les sciences de la vie et de la terre, on ne va pas travailler n'importe quel problème. Et là, je peux me référer à Popper, à Jacob, hein, ce que je dois ajouter, oui, je me réfère à ces chercheurs qui ont réfléchi justement à la production de savoir scientifique. Eh bien, je dois ajouter quand même que cette référence à la pratique des chercheurs et cette référence aussi au savoir qu'ils ont produit, autrement dit, ces appuis épistémologiques, me paraissent vraiment très importants. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, hein, là-dessus. Donc, j'étais sur les problèmes, et pas n'importe quel problème, une priorité donnée aux problèmes explicatifs. Alors, tu peux les définir, s'il te plaît? Alors, les problèmes explicatifs, c'est des recherches d'explication à tel ou tel phénomène. Hein. Explication, alors je vais revenir à ma discipline. Vous donnez des exemples? Oui, voilà. C'est l'explication du volcanisme, c'est l'explication de la formation d'une chaîne de montagnes. Voilà. Et ça va s'opposer peut-être à des problèmes qui seraient davantage descriptifs. Hein. Voilà. Donc, une première chose. Ce que je voudrais mettre en valeur aussi, par rapport à mes recherches, donc le cadre de l'apprentissage par problématisation, l'importance des problèmes explicatifs, mais aussi le fait que les sciences de la vie et de la terre ont une double dimension. Et là, je peux me référer à Mayer, par exemple, qui en a parlé, surtout pour les sciences de la vie. Eh bien, les sciences de la vie et de la terre s'intéressent bien sûr à l'explication du fonctionnement des êtres vivants ou de la Terre, hein, mais elles se préoccupent de reconstituer leur histoire. Histoire des êtres vivants, et ça va nous conduire du côté de l'histoire évolutive, et histoire de la Terre. Donc là, c'est ce qu'on appelle leur dimension fonctionnaliste, étude du fonctionnement des systèmes vivants ou du système Terre, et problèmes historiques, reconstitution de l'histoire des êtres vivants et reconstitution de l'histoire de la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évidemment se focaliser sur chaque type de problème, mais on va se rendre compte assez vite que ces deux types de problèmes s'articulent.
parce que quand on s'intéresse par exemple à l'histoire terrestre actuellement, c'est évidemment son fonctionnement actuel, mais ce fonctionnement, on peut aussi le voir comme le système Terre actuel, on peut le voir comme un produit de l'histoire. Donc, on peut avoir, dans certains types de problèmes, une articulation entre ce pôle fonctionnaliste et ce pôle historique. Voilà. C'est très, très intéressant, cette dimension riche du problème, qui enrichit en fait aussi l'élaboration des activités pour les élèves. Absolument. Et ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux tâches qu'on peut confier aux élèves, c'est vrai que, et par rapport aussi aux instructions officielles, ça fait déjà quelque temps qu'elles accordent de la place au problème, mais on peut après s'interroger sur les démarches qui sont promues et qu'est-ce qu'elles privilégient comme travail de ces problèmes et qu'est-ce qu'elles privilégient comme réponse, comme solution à ces problèmes, autrement dit comme savoir construit. Hein. Et c'est là aussi où je pourrais faire revenir à la problématisation, parce que la problématisation, elle va privilégier le possible dans le travail des problèmes, le possible, l'impossible et le nécessaire, et elle ne va pas être orientée prioritairement par le vrai et le faux. Alors qu'on peut questionner parfois certaines démarches promues dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre, et on peut se demander si quelque part ce qui n'intéresse pas, c'est, on va dire, la bonne réponse et une certaine idée du vrai de la réponse. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup, cette idée le vrai, le faux, par un regard pour le nécessaire, la nécessité, le possible, l'impossible. Plusieurs auteurs en parlent comme étant une dynamique qui permet de penser de façon pragmatique le savoir. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces notions de nécessité, de possible, impossible, dans la compréhension des phénomènes biologiques et géologiques qui permettent ton activité, toi, en tant que chercheur, et qui rendent compte un petit peu de ce que fait l'élève dans une activité scientifique? Alors, ta question est très riche. Hein. Tu peux la décomposer, voilà. Tu peux prendre juste un aspect, mais comme tu as soulevé cette notion de nécessité, je trouvais qu'elle était intéressante, parce qu'elle relève d'une dynamique comment dire, Piaget, on parle aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais sinon, on peut revenir plus tard. Hein. Oui. J'essaye de l'apporter. Tu me disais éventuellement d'exemplifier. Et je peux essayer à partir d'un... Je voudrais te montrer... je peux revenir à un exemple que j'ai un peu travaillé, mais qui a été travaillé par d'autres, Christian Orange ou bien Yann Lost, hein, sur la nutrition. Oui. Hein, et c'est un exemple qui peut bien parler là, mais on peut en trouver aussi en géologie. Hein, comment le problème, donc un problème de fonctionnement, un problème explicatif, comment ce qu'on mange permet à toutes les parties du corps de se nourrir, enfin, et d'avoir des forces. Hein. Eh bien, là, le travail du problème va conduire à la nécessité d'une transformation des aliments. Hein. Il est impossible, en gros, qu'il en soit autrement, à la nécessité d'un tri. Hein,
et à la nécessité d'une distribution. Alors je ne vais pas entrer dans le détail complet de ce problème et de cette problématisation ici, parce que on pourrait aussi réfléchir sur comment elles s'articulent, ces différentes nécessités. Mais voilà des nécessités. Pour que ça marche, il est impossible qu'il en soit autrement. Dans le cadre que l'on s'est fixé, bien sûr. Voilà. On va trouver la même chose en géologie. Ça peut être, par exemple, ça peut correspondre au fonctionnement du volcanisme, par exemple, avec la nécessité d'une fusion des roches. Il est impossible qu'il en soit autrement, compte tenu du cadre dans lequel on se met, et compte tenu aussi, il y a toute une tension avec des données empiriques. Voilà. En fait, la nécessité, c'est comme une condition sine qua non, en fait, à partir de certains faits, qui permet de rentrer dans l'intimité d'un phénomène physique ou naturel. Oui, alors le à partir peut-être se discuter à partir d'un certain fait, parce que les faits, eux aussi, sont construits. Oui. Donc il y a une forme de jeu entre la construction de données empiriques et de nécessité, tu vois. Oui. Dans un cadre, et c'est là où pour la géologie, on va comment dire, s'inscrire dans un cadre, alors on appelle ça le registre explicatif, où on va mobiliser des principes structurants, et pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur un principe structurant fort de la géologie, c'est le principe d'actualisme. Mais là, tout ce contexte, on va dire, de travail du problème nous amène à nous doter d'appuis épistémologiques, tu vois. Ouais. Parce que d'où vient ce savoir qu'on veut que les élèves s'approprient? D'où vient-il? Comment les chercheurs l'ont-ils construit? En travaillant quel problème? Et ce qui est très très intéressant, en mettant au travers de quel débat, de quelle controverse. Et c'est là aussi, quand on reprend ces appuis épistémologiques, moi je trouve vraiment ce fond épistémologique que l'on travaille, je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est passionnant. Et puis, ça nous donne vraiment des repères pour penser la construction de savoir scientifique par les élèves. Tout à fait. Avant de revenir sur ce que tu as développé dans le champ de la didactique de la géologie, des principes structurants sur le temps, par exemple, avec ce que tu as dit sur l'actualisme, dans l'équipe que tu as soulevée au départ, vous avez travaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une interdisciplinarité des didacticiens avec des philosophes. Michel Fabre. Oui, c'est ça, philosophe de l'éducation, oui. Voilà. Et moi, ma question, c'est quel est l'impact de cette interdisciplinarité? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, scientifique d'origine, didacticienne, le travail avec un philosophe? Est-ce que ça a enrichi? Dans quel sens? Parce que c'est vraiment intéressant et c'est pas toujours facile de travailler avec des collègues qui sont dans des champs disciplinaires différents. Alors, je dois déjà beaucoup à Michel Fabre, puisqu'il a été mon directeur de thèse. Mais ce que je dois dire... thèse? Oui, de thèse. De didactique? Oui. Ah, d'accord. En sciences de l'éducation. Et alors, j'ai eu de la chance parce que il était mon directeur de thèse et j'avais Gabriel Gau, historien de la géologie, comme co-encadrant. Donc, c'était une volonté qui d'ailleurs s'est pérennisée dans l'équipe, c'est d'avoir, on va dire, évidemment cet éclairage
alors en philosophie, si on peut dire, et puis et en épistémologie, c'est voilà, philosophie, épistémologie, et d'avoir un spécialiste de la discipline, qu'il soit didacticien, si jamais il y en a, ou bien, bon là pour le coup, c'est un historien des sciences, et plus précisément de la géologie. Donc j'ai eu cette chance, et ça a été une richesse pour moi. Alors l'interdisciplinarité, dans ce cas-là, comment elle a joué? Il y avait quand même bon, Michel Fabre par rapport... j'ai pris l'équipe En Marche aussi, hein, donc ils avaient déjà réfléchi à tout ça. Et il y a tous ces aspects, toute cette réflexion sur les savoirs, la construction des savoirs, la notion de problème, etc., qui a été intéressante. Mais il y avait aussi l'intérêt que portait, pour le coup, Michel Fabre à tous ces aspects spécifiques aux sciences, et là, aux sciences de la vie et de la terre. Je pense, oui. Voilà, il y avait ça. Donc, ça a été des apports réciproques qui ont élevé, on va dire, la réflexion. Ouais. Hein. Et je pense à son travail sur les obstacles épistémologiques en biologie. Donc, voilà un philosophe, comme tu dis, qui s'intéresse au savoir et au savoir biologique. Et je pense que cette proximité a fait que votre travail ensemble a pu aller plus loin et t'aider. Parce que des fois, quand on travaille avec quelqu'un, c'est pas que c'est rare, mais c'est difficile de sortir de son champ, de pouvoir développer. Donc pour notre bonheur, votre collaboration a permis à cette problématique à cette question de la problématisation de porter ses fruits avec beaucoup de production scientifique. Et je me permets d'ajouter, dans le sillage de ce que tu viens de dire, qu'il il avait beaucoup travaillé sur Bachelard, et pour nous, ça a été vraiment des apports forts, hein, tout ce cadre rationaliste-là qui était installé et qui était travaillé, voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, je vais aborder mon second point sur... le temps, l'événement, les phénomènes. Je pense que tu es une des rares didacticiennes à travailler sur cet aspect, parce que la didactique, beaucoup de travaux existent en biologie. Rares sont ceux qui portent sur la géologie, et tu as développé une pensée très fine sur ces phénomènes qui ne sont pas très faciles d'accès pour les élèves. Je cite ton ouvrage paru aux presses de Rennes, où là aussi il y a une préface de Michel Fabre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de cet ouvrage que je suppose est issu de ton HDR, et puis nous dire un petit peu ces repères, le temps, l'événement, les phénomènes, comment ça construit des problématiques en géologie et en didactique de la géologie. Oui. Alors cet ouvrage, il correspond à mon HDR, mais mon HDR correspond au prolongement de ma thèse. Il y a, ça s'enchaîne a posteriori, ça s'enchaîne de manière cohérente. Hein. Quand on creuse en recherche, on a une petite marge de manœuvre. Donc là, en tout cas, je reconstitue assez bien a posteriori le parcours qui a été fait. En fait, il y a un enracinement dans ce que j'ai travaillé en thèse avec le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme, donc principe structurant des sciences de la Terre, hein, dans ce que j'ai travaillé, eh bien, j'ai pu le creuser encore, et jusqu'à en voir, avec des appuis épistémologiques, ses limites. Hein. J'essaye de faire court et... et compréhensible. En fait, le principe d'actualisme, qu'est-ce qu'il dit? C'est que finalement, les phénomènes
passé ne sont pas, et enfin on pourrait dire même les causes des phénomènes passés ne sont pas différentes de ce que l'on voit actuellement. Donc voilà, et par rapport à ça, eh bien, on pourrait se dire, mais oui, mais donc quelque part le présent, pour reconstituer le passé, je m'inspire du présent et ça me permet d'expliquer le passé. Donc là, j'ai pas mal travaillé sur la formation des chaînes de montagne. J'ai travaillé aussi sur l'explication des blocs erratiques, qu'on pense, enfin, qu'ils se sont eux aussi mis en place dans le passé. Et donc, pour essayer d'expliquer, je suis toujours sur l'explication, oui. De la formation d'une chaîne de montagne, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis aussi même sur les blocs erratiques, on va s'inspirer de ce que la nature actuelle nous propose, de ce qui se joue actuellement dans la nature actuelle. Donc on pourra se référer à l'érosion, au mouvement de compression, à des phénomènes glaciaires, etc. Bon. Et d'une certaine manière, la mise en jeu de l'actualisme dans la reconstitution de l'histoire de la Terre, elle tue l'histoire. Parce que si j'exporte de l'actuel des phénomènes dans le passé, il y a une forme de similarité qui s'installe. Mais, c'est pas si facile que ça. Ça marche bien pour certaines choses. Ça marche bien pour expliquer des ripple marks qu'on pourrait trouver ici ou là, puisqu'il suffit d'aller sur un bord de mer pour voir des rides de courant actuelles. Mais pour expliquer une chaîne de montagne, qu'est-ce que je prends dans le présent ? Je n'en vois pas actuellement des chaînes de montagne se construire. Donc, je suis coincée. Et pourtant, cette exigence de ne pas dire n'importe quoi sur la formation des chaînes de montagne m'oblige à regarder ce qui se passe actuellement. Et c'est là où j'ai pu mettre en valeur la nécessité de bien sûr tenir l'actualisme, mais en même temps de construire pour certains phénomènes, de construire la nécessité d'un temps long. Et là, eh bien, alors je dois aussi dire que par rapport à ça, ma réflexion s'est beaucoup appuyée, bien sûr, sur l'histoire des sciences, mais aussi sur des entretiens que j'ai pu avoir avec des géologues actuels, et notamment des géologues qui travaillent sur la chaîne alpine. Michard, par exemple. L'entretien que j'ai eu avec ce chercheur technonicien m'a été très utile. Et on se rend compte, donc j'en suis arrivée à l'idée que l'actualisme peut devenir plus compliqué qu'une simple transposition de phénomènes actuels dans le passé. On va toujours en rester avec cette idée, mais on va être obligé de l'assortir de la nécessité d'un temps long, mais ce n'est pas un temps long magique, il suffirait qu'il se déroule pour que ça se fasse. C'est un temps long quelque part élaboré au cours duquel un nouveau phénomène se produit. Et là, pour les chaînes de montagne, eh bien, par, on va dire, intégration, en particulier de phénomènes compressifs tels qu'on les voit dans les océans actuels, eh bien, par intégration de ces phénomènes-là sur un temps long, ça va, il n'y a pas que ces phénomènes compressifs qu'on prend dans l'actuel, ça va nous permettre de comprendre, d'expliquer la formation d'une chaîne de montagne. Voilà.
C'est très intéressant et je te remercie de la proposition que tu as faite en aparté sur le fait d'ajouter des visuels, parce que les exemples que tu prends, on voit bien que tu maîtrises ce domaine, que le temps en géologie est très très compliqué. Et donc on aura donc, je le souligne, on aura donc des visuels, on aura donc un appui qui permettra de rendre un petit peu plus clair certains points sur lesquels on discute. Moi, ta pensée sur le temps m'a beaucoup intéressée et je vois le fil conducteur, puisqu'à un moment donné, tu t'appuies aussi sur cette conception difficile du temps, le temps sagittal, le temps lent dont tu parles, pour amorcer une réflexion sur une problématique qui agite actuellement notre société, à savoir l'implication de l'homme sur la planète, l'anthropocène. Et l'anthropisation, tu vois, l'anthropisation dans le cadre de l'anthropocène. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant la façon dont tu introduis cette idée aussi du fait, aujourd'hui, on se pose des questions sur cette action de l'homme qu'on commence à apprécier grâce à cette nouvelle étape qui s'ajoute, qu'on appelle l'anthropocène. Est-ce que tu peux un petit peu parler plus longuement de cette anthropisation du vivant, comment le temps, ton travail sur le temps enrichit cette idée et comment tu la vois, cette problématique que je pense sera une problématique féconde pour le futur dans les travaux de recherche. Alors, d'abord, oui, c'est vrai qu'on assiste actuellement à une anthropisation des problèmes. On pourrait dire en première approche que finalement, les problèmes de fonctionnement des vivants, problèmes de fonctionnement de la Terre, qui avant étaient finalement travaillés avec l'homme un peu en extériorité, maintenant, mettre l'homme au sein des écosystèmes, mettre l'homme dans le cadre de la biodiversité, mettre l'homme aussi dans tous les problèmes géologiques avec la question des risques, etc. Donc voilà. Et puis, il y a toutes les préoccupations sociétales actuelles, que l'école intègre dans ses programmes. Et c'est là, je dirais, une forme de bascule qui se produit aussi. Il y a à la fois l'intégration de l'homme dans les problèmes qu'on travaille, mais il y a aussi une projection vers l'avenir des vivants et vers l'avenir de la Terre. Or, jusqu'alors, dans ce qui était travaillé à l'école, et notamment quand on s'intéressait à la Terre, c'était la reconstitution de son histoire. Et maintenant, avec les préoccupations sociétales fortes, changement climatique, je ne veux pas dire crise, mais interrogation sur l'évolution de la biodiversité, tout ça, on se projette vers l'avenir. Là, donc, eh bien, ça nous oblige à penser, ou en tout cas à ajouter ou à articuler à ce qu'on avait l'habitude de faire, cette projection vers l'avenir. Et donc, par rapport au temps, c'est important de creuser parce qu'on a différents courants actuellement, certains étant particulièrement catastrophistes. On parle beaucoup de catastrophes, on veut éviter certaines catastrophes. Or, et là, c'est ce que je travaille pas mal actuellement, dans le prolongement de mes recherches sur l'actualisme notamment, c'est qu'est-ce que ça veut dire catastrophe? Comment on envisage cette flèche du temps, entre guillemets, vers l'avenir? Comment? Et je vais peut-être te dire quelques mots à ce sujet-là.
et revenir d'ailleurs à l'actualisme, parce que quand on s'intéresse à l'histoire de la Terre, il est des problèmes où l'actualisme est porté à ses limites, il ne marche plus. Donc on ne peut plus faire référence à des causes encore agissantes parce que on n'arrive pas à les déterminer. On est obligé d'envisager des causes un peu des causes autres et ce qu'on appelle parfois oui, des catastrophes. Mais on va passer à un catastrophisme beaucoup plus élaboré que le catastrophisme de la pensée commune. Hein. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, on va... un exemple, hein, le mieux c'est peut-être d'aller vers un exemple, c'est la crise de la fin du Crétacé. Si on veut expliquer, il y a deux manières d'expliquer la crise biologique de la fin du Crétacé. On peut la prendre comme un phénomène, mais à ce moment-là, on va la prendre au même titre que d'autres crises qui ont affecté la Terre dans son histoire. Donc là, c'est un phénomène, on va travailler sur ce qui peut provoquer ça. Mais on essaye aussi de comprendre pourquoi cette crise, à ce moment-là, et avec ces caractéristiques-là, et on va aussi l'inscrire dans l'histoire des vivants, dans l'histoire des vivants, dont le prolongement aboutit notamment aux hominidés. Et ça nous amène donc à envisager des causes je pourrais presque dire extraordinaires, parce qu'elles ne sont pas on ne les connaît pas dans la nature actuelle. Hein. Ça peut être un volcanisme très très intense, ça peut être comme Courtillot l'a développé avec son équipe, ça peut être une météorite comme les Alvarez l'ont proposé. Hein. Voilà, donc on a des causes extraordinaire et donc là ça nous ramène vers une forme de catastrophisme. Bon, mais on peut aussi, ça nous amène aussi à bien réfléchir, et là je fais ce détour pour en revenir à l'avenir. Ça nous amène à réfléchir sur cette flèche du temps de l'histoire, parce que c'est une flèche zigzagante. Et la reconstruire, cette flèche zigzagante du temps, c'est construire, c'est mettre en jeu la contingence, et c'est mettre en jeu un raisonnement qui est assez complexe, parce qu'il articule la descente de l'histoire à la remontée de l'histoire. Comme dit Gould, ça articule presque le débobinage de l'histoire au rembobinage de l'histoire. Et là, si on regarde bien la crise Crétacé-Tertiaire, hein, eh bien, il n'était pas sûr qu'elle se produise quand on descend l'histoire, parce qu'il aurait pu y avoir d'autres possibles. Hein. Mais elle est rendue nécessaire lorsqu'on remonte l'histoire au vu de, je dirais, la biodiversité actuelle. C'est bien parce qu'il y a eu ces extinctions à l'époque que finalement on a les vivants actuels, et dont les hominidés. Donc ça nous donne, ça nous permet, et là je pourrais l'illustrer aussi par un petit schéma, c'est une histoire zigzagante qui est marquée par des bifurcations. À certains moments, c'est un chemin qui a été pris alors que d'autres auraient pu être pris, mais maintenant que l'histoire est faite, il n'y a plus qu'une ligne du temps. Mais c'est une ligne qu'on reconstruit à l'envers d'une certaine manière.
C'est vraiment passionnant. Ouais. Et alors, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ta question sur l'avenir et les problèmes, voilà, et tous les problèmes sociétaux associés, voilà. Ouais. L'avenir, eh bien, comment peut-on le penser? Alors, on peut le penser d'une manière assez tragique. La Terre, les vivants vont à leur perte. Hein. On va trouver ça avec les collapsologues. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais on va y aller. Il n'y a pas que ça. On peut aussi imaginer qu'on est dans une... il pourra y avoir plusieurs possibilités. Il pourra y avoir différentes bifurcations et il n'est pas évident qu'on aille tout droit à notre perte, puisqu'on est beaucoup centré sur l'homme. Hein. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Ces apports, finalement, cette réflexion sur le temps, les temps de l'histoire, de la construction de l'histoire, peuvent nous permettre, au moins, peuvent nous donner des repères pour penser ce qui peut advenir. Hein. Mais pour le coup, eh bien, on ne peut pas non plus... Ça amène de la réflexion, on ne peut pas en rester forcément à aller tout droit vers une fin tragique. Voilà. D'accord. Voilà. C'est vraiment, je disais, passionnant, intéressant pour nous d'abord, chercheurs, et puis pour les scientifiques qui arrivent à décoder cette flèche du temps, cette épistémologie du savoir. Et maintenant, je vais revenir sur l'école, c'est-à-dire que tu parles, et je trouve ça vraiment une belle formule, cette projection donc, dans l'avenir. Qu'est-ce que tu ajouterais aux réquisites des savoirs que avant tu mettais c'est-à-dire à l'explication, hein, tu travaillais sur les problèmes explicatifs, l'explication était vraiment engageant. C'était quelque chose qui permettait à l'élève de s'approprier des savoirs. Si maintenant on est dans ce renversement avec l'anthropocène et avec toutes les problématiques sociétales et cette projection dans l'avenir qui nous sollicite tous, citoyens, chercheurs, scientifiques et donc élèves, à ton avis, qu'est-ce qu'on va ajouter à expliquer? D'autres choses, objectifs peut-être, visées qu'on ajouterait comme mission de l'école et de l'enseignement scientifique? Moi, je dirais que l'école l'école, elle a une fonction qui me paraît très très importante pour décoller les élèves de la pensée commune. Et on va revenir aux explications. Bien souvent, les élèves recourent à des petites histoires pour expliquer. Ce qu'on appelle aussi du storytelling. On n'en parle pas seulement d'ailleurs que de ce cadre-là, mais ils vont mettre en jeu des objets, des vivants ou des objets terrestres, et ils vont les inscrire dans des formes d'aventure, hein, et qui se boucleront par tel ou tel résultat. Mais ils ne vont pas... Alors ça peut être par exemple les plaques, assez typiques. Hein, quand on leur demande d'expliquer la formation d'une chaîne de montagne, ils vont dire que il y avait 2 plaques qui étaient éloignées. Ils peuvent même les dénommer, les plaques, dire la plaque eurasiatique, etc., hein, et la plaque indienne. Et ils vont dire, voilà, elles étaient éloignées. Elles portaient un continent, éventuellement, parce qu'ils connaissent des choses, hein, les élèves. Et elles étaient éloignées, elles vont se rencontrer, ça va faire... il va y avoir une collision, et certains élèves diront, la sténosphère qui est en dessous va remonter dans ce pincement, et ça va faire la chaîne de montagne. Alors, on voit bien là qu'il y a des personnages, les plaques,
qui, quelque part, gardent leur intégrité. Il leur arrive des aventures, mais à la fin, elles gardent une certaine intégrité. Donc les personnages se retrouvent. Et on remarque aussi qu'il y a une forme de... elles font ça, mais vous m'auriez demandé autre chose, un autre problème, je l'aurais expliqué, je les aurais mises en jeu, et je vous aurais fait le résultat que vous attendez. Hein. Donc il y a une forme de... C'est ça, mais ça pourrait être autre chose. Dit autrement, l'histoire ne tient pas vraiment par des nécessités. Tout à fait. Et d'autre part, le temps qui est mis en jeu... Alors là, on a des catastrophes de premier niveau. Voilà, on est sur une forme de catastrophisme de premier niveau, et le temps, eh bien, c'est le temps, c'est la chronologie, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas mise en jeu du temps long. Ou alors, quand il y a mise en jeu du temps long, c'est le temps long magique. Vous laissez les choses un certain temps, il se passera ça. Alors qu'on voit bien que le temps long constructeur de phénomènes des géologues est beaucoup plus complexe, hein, et il s'articule sur du présent, alors que les élèves ne mobilisent pas forcément spontanément du présent. Et donc là, si je te... c'est bien ce que tu dis, hein. Les élèves, donc, ils racontent une histoire dans laquelle la nécessité comme impératif qui fait intervenir l'épistémologie des savoirs n'intervient pas. Donc on sait quand même que la didactique, à un moment donné, elle s'est intéressée à l'élève qu'elle a pris comme élève épistémique. Qu'est-ce qui fait que ça résiste à l'école ? Que ces apprentissages ou cette difficulté persistent avec tous les résultats de recherche, tous les efforts que font les enseignants. Oui, on ne va surtout pas mettre en procès les enseignants là-dedans, oui. Parce que dans un temps très contraint, ils ont à travailler avec leurs élèves des problèmes pour certains extrêmement complexes. Donc là, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui fait que ça résiste ? C'est-à-dire que les élèves en restent à des mises en histoire ? Oui. Déjà, certainement... certainement le fait que finalement... les savoirs scolaires sont peut-être davantage vus comme peut-être comme des solutions. Elles peuvent être justifiées, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On est peut-être davantage orienté vers la solution, je dirais plausible, mais même sans forcément questionner tout ça, hein, pourvu qu'elle soit, on va dire, consolidée par notamment quelques éléments empiriques. Hein. Donc peut-être que, il y a ça. Il y a aussi le fait que, et là ça peut nous ramener aux obstacles épistémologiques, hein. Il y a des modes de raisonnement qu'il est difficile non pas, oui, je pourrais dire de fissurer, mais dans certains cas, on a par exemple je vais revenir à la causalité simple. La causalité simple est très employée, par exemple. Hein. Alors, on ne va peut-être pas entrer dans tout le détail de ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, les problèmes sont complexes, les savoirs sont complexes, et les modes de raisonnement qui sont mis en jeu dans la construction de savoirs scientifiques, les modes de raisonnement sont extrêmement complexes. Il y a quand même... alors, il y a... bien sûr, et puis il y a bien sûr la mobilisation de l'actualisme, là pour le coup, il a été assez minoré, hein, dans les programmes, l'actualisme. Et
on en est resté plutôt à sa forme très simple, l'actualisme d'analogie. Hein. Ripplemark, ancienne, eh bien, rite de courant, voilà. Même pour le fonctionnement ophiolite, les ophiolites avec la succession de roches océaniques. Bon, je regarde au niveau de la dorsale, voilà, c'est de l'actualisme d'analogie. Donc là, lui a été présent et est encore un peu présent dans les programmes. Mais cet actualisme qui construit la nécessité du temps long et qui est quand même spécifique justement là, il n'est pas abordé. C'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Hein. Voilà. Donc il y a ça. Et puis donc là, on en reste. Tu parlais de la résistance, donc on en reste quand même pas mal Voilà, on n'entre pas forcément, on n'amène pas l'élève dans la complexité de certains problèmes que des appuis épistémologiques nous permettent de marquer. Je voulais dire autre chose aussi, même par rapport à la construction de l'histoire. Hein. Bon, ce raisonnement en débobinage, rembobinage, il est quand même extrêmement complexe. Bon, bien là, on ne le voit pas là. Moi, il me semble que amener les élèves à entrer dans cette complexité, après tout dépend bien sûr des niveaux d'enseignement, ça peut être intéressant pour les décoller de modes de raisonnement de la pensée commune. Et là, je pense aux causalités simples qui peuvent servir toujours, mais les causalités simples, mais il y a quand même autre chose. Et puis aussi cette tendance à faire des petites histoires, oui. Ouais. Ça, c'est très... autre chose encore, peut-être, et on va le retrouver, c'est intéressant dans certaines évolutions de la biologie, c'est aussi davantage les faire travailler sur les relations entre les éléments d'un système, plutôt que de se concentrer sur les qualités de chacun de ces éléments du système. C'est les mises en relation. C'est ce que Piaget appelle l'interobjectal. Hein. Ça, c'est très, 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 très important pour les décoller aussi. Ils n'y vont pas, les élèves n'y vont pas non plus spontanément. Et à ton avis, cet aspect-là, on ne le retrouve pas à l'école parce qu'il y a défaut d'une formation épistémologique des enseignants ? Ah, moi je pense, oui, que ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une formation épistémologique des enseignants. Alors, on parle parfois, et puis même on va retrouver ça dans les programmes, des repères dans l'histoire des sciences, etc. Mais je pense qu'une réflexion sur les savoirs scientifiques, telle que finalement la communauté scientifique actuelle les maîtrise, essayer de voir finalement d'où ils viennent, ces savoirs, comment ils ont été construits, qu'est-ce qui a valu qu'on change dans l'histoire de ce savoir, hein, toutes les controverses. Moi, les controverses vraiment me paraissent très intéressantes à étudier parce qu'on y voit quels sont les arguments que les chercheurs ont mis sur la table, sur quoi ils se sont empoignés. Tout à fait. Et puis ça resitue le contexte social, culturel, politique. Alors complètement. Bien sûr que ça nous amène aussi à élargir un peu et à voir aussi dans quel cadre il travaille les problèmes. Mais à ce sujet-là, et alors justement, comme on parle beaucoup actuellement du problème des changements climatiques, hein, j'ai pas mal travaillé sur, je t'en parlais tout à l'heure, les blocs erratiques, mais au XIXe siècle, et c'est là où l'actualisme a pris toute son importance aussi, c'est dans le cadre aussi de ce problème, certains chercheurs pensaient à des courants diluviens.
qui aurait balayé ces gros rochers et qui les aurait dispersés sur une vaste région. Agassi, lui, a davantage fait fonctionner le principe d'actualisme et donc ça l'a amené à envisager un épisode glaciaire assez répandu. Et ça a donné beaucoup de force à son explication, alors que les courants diluviens relèvent de la catastrophe, une cause extraordinaire. Voilà. Même si les chercheurs avaient sûrement des raisons de l'envisager. Et autre chose aussi, avec ce travail-là, justement, ça a permis aussi à la communauté scientifique de se dire que des variations climatiques, il y en a eu, et il y en a eu notamment celle-là, il y a eu une période de refroidissement de la Terre, par exemple dans la région suisse et Jura-Alpes, il y a eu une période où les glaciers étaient beaucoup plus étendus, donc une période plus froide, suivie d'une période plus chaude, puisqu'on ne les retrouve plus maintenant, plus tous en tout cas. Donc il y a eu ce côté-là aussi, ce qui nous amène aussi à dire que les changements climatiques ne sont pas le propre de notre époque, même si on est obligé d'envisager à notre époque, bien sûr, l'influence forte de l'homme. Et ça, donc je te remercie, ça m'amène parce que tu me tends la perche, actuellement, le changement climatique, la transition écologique, il y a donc, on est saturé dans les débats sociaux par des discours qui émanent de différents acteurs, des journalistes, des scientifiques, des non-spécialistes, des spécialistes. Et la pensée commune, elle trouve son nid là, sa niche écologique, elle se nourrit de ces, du fait que les discours se contredisent. Et ce qui m'amène à une notion chère à moi, c'est la culture scientifique, l'éducation scientifique, et à toi aussi, puisque tu as dirigé un numéro, je pense, sur l'éducation scientifique dans la revue Recherche Éducation, non, où tu as participé à un numéro. J'ai dû participer, oui. Oui, voilà. Donc là, on revient sur ce sens commun qui est vraiment très résistant à toute forme d'acculturation, qu'elle émane de l'école ou qu'elle émane d'un discours éclairant de la part de spécialistes, de journalistes. Comment peut-on contribuer, nous, chercheurs, donc, à cette culture scientifique, l'école, et puis les spécialistes, des journalistes si tu peux me dire ce que tu penses de la contribution des uns et des autres à cette culture scientifique qui fait défaut, enfin, on en parle. Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question, mais je vais essayer quand même par rapport au contexte actuel. On a les journalistes. Donc là, c'est vrai que... Alors après, ça dépend quel journal, bien sûr. Mais bon, on peut aller vers un rabat sur la pensée commune. Surtout si... ils veulent... le journal veut être vendu. Enfin bon, il y a aussi tous ces côtés-là. Mais il y a des journalistes très, très, très sérieux et des revues très sérieuses qui travaillent le problème. Ce que je dirais, c'est qu'actuellement aussi, on a la mise en jeu d'experts. On demande des experts. Les politiques demandent des experts. Et il y a les chercheurs. Alors, les temporalités ne sont pas les mêmes pour les temporalités d'action. L'expert, en gros, ce qu'on lui demande, c'est d'aller assez vite vers une solution, de proposer des solutions. Pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, en général, ils font bien leur travail, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de travaux. Mais quelque part, ils vont quand même être pas mal orientés par la solution qu'il faut proposer aux décideurs. Bon, les chercheurs, c'est pas tout à fait pareil, parce que même si actuellement tout s'accélère, le temps de la recherche,
c'est un temps long là aussi. De travail des problèmes, de débats, de publications et tout ça. Donc, et le but du jeu, le but du chercheur, ça n'est pas forcément de fournir absolument une solution, c'est de construire un savoir scientifique qui se tient et aussi de construire des problèmes, je dirais presque plus fondamentaux encore. Donc il y a ce côté dynamique et enrichissement des problèmes. Ça, je suis assez popérienne pour parler de ça, parce que oui, c'est l'inscription dans ce Popper appelle le troisième monde, le monde des problèmes, le monde de l'état de ces problèmes, voilà. Donc je verrais plutôt la communauté scientifique, le chercheur plutôt dans cette logique-là. Même si on demande aux chercheurs beaucoup de choses actuellement qui le tirent presque vers l'expert. Donc voilà. Alors l'école dans tout ça, l'école elle fonctionne dans un temps limité. Alors, mais elle a quand même l'ambition de faire de l'élève un citoyen, capable de s'engager, capable d'agir de manière réfléchie, capable de faire des choix. C'est là où ça devient très, très compliqué. Donc, moi, il me semble que ça peut être intéressant grâce aux apports de la recherche, grâce à ce qui se dit sur le fonctionnement de la science, d'amener les élèves à entrer dans la complexité de ces problèmes et d'arriver à avoir ce qui est mis en discussion, d'où parlent, quels sont les différents points de vue en jeu, surtout quand ces problèmes se teintent d'une dimension sociétale, pour se faire une forme de bagage qui les amène à davantage réfléchir. Mais quand tu dis éducation scientifique, qu'est-ce que tu vois dedans? Parce que on pourrait dire c'est une éducation aux sciences, une éducation sur le fonctionnement de la science. Il me semble qu'on peut y voir plusieurs dimensions. Oui. Justement, l'éducation scientifique, telle que je la pense, c'est en termes de... il y a des institutions dedans, il y a du curriculum dedans, il y a aussi des outils pédagogiques et de la didactique dedans. C'est-à-dire que l'éducation scientifique, ça peut être à travers un enseignement des sciences, ça peut être un objet qui peut être regardé par les projets d'enseignement qu'on met en place, les institutions de recherche qui sont derrière, et puis la constitution du curriculum. Mais dans ce que tu as répondu, moi j'adhère tout à fait, parce que quand les jeunes tombent sur un texte, ils ne font pas ce questionnement que tu as proposé. Ça émane de qui? Est-ce que c'est un expert? Quelle est la source? Oui. Et ça, on le fait avec nos étudiants, et ça nous ramène à l'objet du master, de cet entretien. Même nos étudiants qui sont en master, c'est-à-dire c'est plus à l'école, mais quand ils prennent une ressource, ils se jettent sur le discours sans qu'ils cherchent les à côté, c'est-à-dire quel est l'auteur, quelle est son origine disciplinaire, je veux dire, c'est produit dans cette contextualisation, elle donne des clés de lecture. Et moi, je pense que c'est ça aussi, tu as parlé du temps du journalisme, du temps du journaliste, des experts, pardon, du temps des sciences, des chercheurs, le temps du politique aussi, qui vit qu'il faut trouver une réponse, et puis l'école qui se trouve entre tous ces temps-là. Et c'est une tâche qui relève de tout le monde, quoi. C'est participer à cette culture scientifique dans nos jeunes. Moi, je pense que ça passerait par une lecture critique des textes, une pédagogie critique,
où on prendrait le temps de décortiquer les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, il y a, mais oui, complètement questionner les sources, mais même même si ces sources, je reviens au savoir scientifique, même si on est sur des textes qui disent, on va dire, à peu près le contraire, l'opposé. Alors, ça peut être intéressant là de regarder des sources, des textes, enfin, ou des contradictoires, oui, parce que là, on peut se demander, mais pourquoi ces différences et réfléchir par rapport à ça. Bon, je m'étais interrogée là, notamment parce qu'on va retrouver des choses dans les manuels, mais sur les changements climatiques, il y a des climato-sceptiques qui ont produit des choses qui peuvent tout à fait être discutées au regard de ce que produisent, par exemple, les gens du GIEC. Et justement, parce qu'il y a chercher derrière les raisons, qu'est-ce qui fait qu'on envisage ça, etc. Et puis, effectivement, comparer, discuter, voir pourquoi ils en arrivent là ou là ou là. Ça me paraît... Ça va avec... ce qui est un petit peu galvaudé de mon point de vue, c'est l'esprit critique. Mais oui, pour le questionnement des sources, des points de vue dans ces sources, je voulais dire aussi quelque chose par rapport à ça. Même pour le savoir scientifique, d'où il vient ce savoir, comment on en est arrivé à penser ça, pour quel problème et pourquoi on a changé à un moment donné. Et en géologie, on est gâté parce que avec l'introduction de la tectonique des plaques dans les années 60, eh bien, on a bien fait une bascule entre des manières d'expliquer auparavant et ce qu'on explique dans le cadre de la tectonique des plaques. Alors, ça peut être ça, oui, des prises de recul par rapport à ces choses-là, oui. Et je crois que tu me demandais encore autre chose. Non, je ne sais pas, je l'ai pas. Non, je pense que, voilà, c'est questionner les ressources, c'est une distanciation par rapport au contenu lui-même, parce que pour les élèves, il y a une sacralisation. Ouh là là, c'est un texte écrit, il faut leur apprendre cet esprit critique que tu dis à juste titre, il est galvaudé parce qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière et on met tout et n'importe quoi. Et je pense que on revient à la problématisation, c'est-à-dire donner à l'élève les ressorts de remettre en question, de questionner, re-questionner. Construire, déconstruire, resituer les choses dans leur contexte, et puis s'éloigner de cette contextualisation pour accéder à un niveau supérieur d'explication. Moi, je pense que la problématisation, elle est encore féconde pour prendre en charge des problématiques complexes où il y a des considérations sociétales. Mais oui, parce que c'est ça, comme tu le dis, être capable de déconstruire, enfin de se demander, mais ce savoir-là, voilà, il tient sur quoi, comment il est fait, etc. Il y a un jeu être capable, oui, de déconstruire, même si on reconstruit la même chose, on est capable d'en faire quelque chose de ce savoir. Et de se demander aussi à quel problème il se rattache. Parce que bien souvent, le texte du savoir rassemble, je me suis intéressée aussi à ça, quand on regarde des textes de manuels, par exemple, qui sont censés finalement donner à voir des savoirs scolaires, eh bien, on se rend compte que, d'abord, on ne voit plus forcément la trace du problème,
Et quand on cherche la trace du problème, parce qu'il y en a sûrement, hein, eh bien, on tombe sur parfois plusieurs problèmes. Ce qui fait que ça donne un mixte, ce que Astolfi appelle savoir propositionnel, hein, et tu connais bien les travaux d'Astolfi. Voilà. C'est vrai que alors, c'est intéressant, là, pour le coup, de déconstruire, d'ouvrir tout ça, d'ouvrir cette pelote-là. Hein. Mais est-ce que les élèves... voilà, est-ce qu'on rend les élèves capables de ça? C'est toute la question. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que les enseignants, enfin, du côté des professionnels, j'ai mené des interviews. Quand ils parlent, ils disent on veut des choses authentiques. Et quand on les questionne, nous, du côté de la recherche, on dit la pertinence, le sens du savoir. Du côté des praticiens, ils parlent d'authenticité. Et quand on leur dit, mais c'est quoi un savoir authentique? Oui. Ah, c'est le savoir vrai. Et bien voilà. Le savoir vrai. Oui, et c'est effectivement se dégager de ce vrai et du faux, questionner plutôt, je dirais, le vraisemblable de ce savoir. Oui, oui. Ah oui, non, joli, vraisemblable plutôt que du vrai. Eh bien oui, ouvre la voie, voilà, oui, parce que d'autres possibles. Et ça amène aussi, bien sûr, à réinterroger toutes les démarches, la place et les fonctions des expérimentations, parce que elles ont l'air d'être ad hoc. Mais finalement, quand on les ouvre, elles aussi, ces expérimentations, on se rend compte qu'elles ne servent pas forcément tout à fait ce qu'on voudrait qu'elles servent. Oui. Hein, voilà. Ben écoute, Denise, on arrive au terme de cet entretien très passionnant. Je voudrais te laisser, comme je le fais des fois, le mot de la fin. Pourquoi tu as été intéressée? Si tu veux passer un message aux étudiants qui veulent entamer un parcours dans la recherche, qu'est-ce que tu leur dis à partir de ton propre parcours? Ben écoute, oui, tu m'avais proposé aussi cette question-là, et tu me la reproposes là. Oui, ce que je voudrais dire aux étudiants qui entrent en recherche ou qui poursuivent en recherche, c'est finalement dans les problèmes dont ils s'emparent, hein, c'est de questionner les savoirs en jeu. On vient d'en parler, de se demander d'où ils viennent, comment ils ont été construits, par rapport à quels problèmes, hein, et je le redis encore, à quelles controverses ils ont pu conduire. Hein. Alors, autre chose qui me paraît très important pour quelqu'un qui fait de la recherche, surtout de la recherche en éducation et en didactique, hein, eh bien, c'est de se polariser sur le comment ça marche, sur le fonctionnement et pas sur le comment faire. Parce que bien souvent, on veut que nos recherches soient productives et qu'elles aient qu'elles aillent assez directement aux consommateurs pour que ça marche mieux dans les classes, etc. Moi, je pense qu'il est très, très important de bien travailler le comment ça marche. Il y aura forcément quelques prolongements peut-être pour la classe, mais d'abord le comment ça marche, comment ça fonctionne, en partant bien sûr de l'idée que les sujets que les acteurs, hein, qu'on considère et les productions de ces acteurs qu'on étudie, hein, sont forcément truffés d'intelligence. Que ce soit l'enseignant, que ce soit l'élève, etc. Donc ça me paraît extrêmement important. Autre chose que je leur dirais volontiers, c'est que on pense en écrivant. Donc l'écriture, on ne la met pas, on lui donne de l'importance, bien sûr pour produire quelque chose de communicable, mais avant même ça, parce qu'elle nous fait penser. C'est pas facile de développer sa réflexion dans de l'écrit. Et ben pourquoi? Parce que ce qu'on réfléchit, c'est complexe. Hein. Voilà. Et puis
Oui, je crois que bien. Alors souvent les étudiants partent sur l'empan de leur recherche est souvent large. Hein. Il me semble que peut-être en se disant quel fonctionnement je veux étudier, peut-être ça peut permettre de resserrer un peu voilà, comment ça marche, qu'est-ce que je veux étudier et comment, voilà, quel système je veux étudier et comment marche-t-il. Voilà. Voilà, je ne sais pas si, si ça correspond. Si, voilà. Je trouve que je te remercie. Et d'ailleurs, tu as utilisé à la fin un terme. Et ça me permet, pour finir, tu as parlé de controverse dans ton champ de recherche, dans le champ des savoirs scientifiques. Et la fois dernière, en travaillant avec, en interrogeant Jean-Yves Rochex, il a bâti aussi un discours critique sur les processus d'enseignement, de recherche, la démarche intellectuelle, en prenant comme exemple la controverse. C'est-à-dire, à un moment donné, on a ces idées, 2 idées ou 3 idées qui s'entrechoquent, et il y a un collectif, il a parlé de collectif parce qu'il était dans des considérations sociologiques, et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que dans un collectif, il ressort quelque chose qui peut marcher comme un consensus ou comme quelque chose à laquelle adhère un ensemble. Et donc, voilà, moi j'invite les gens qui vont t'écouter quand la vidéo sera disponible à aller recouper avec les autres productions. Jean-Yves Rochex, surtout sur cette idée-là de controverse. Et je vois que tu voulais dire quelque chose sur le collectif. Oui, sur le collectif, très important aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Et on fait de la recherche aussi au sein de groupes ou d'équipes. Hein. On n'est pas, c'est intéressant de ne pas être tout seul. Mais, alors tu as parlé de consensus. Moi, je me demande si le dissensus, pour le coup, n'est pas aussi très porteur pour la recherche. Pourquoi d'autres attrapent l'affaire autrement? Pourquoi peut-être aussi porter un intérêt à ça. Entre personnes, évidemment, qui veulent réfléchir, hein, parce qu'on n'est pas là pour tout casser, hein, mais ça peut... Il faut que le collectif fonctionne comme un espace d'intéressement. Oui, voilà, et en pleine, je dirais, en plein respect des personnes, oui. Oui, mais tu as raison, et là c'est passionnant, et comme quoi c'est une dynamique, hein, l'entretien. Moi j'ai parlé de consensus parce que la dernière fois j'ai eu beaucoup d'échanges sur cette notion-là avec Rochex, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait pas une fermeture complète du processus ou de la problématisation, mais il faut qu'il y ait à un moment donné peut-être un accord, et on n'était pas sur la même longueur d'onde avec Rochex, et je pense que là tu m'interpelles et je retiens ça. C'est à partir d'une controverse dans un collectif, que faut-il chercher, et puis à un moment donné, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un accord, une fermeture? Je parle de fermeture dans le sens de nécessité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel on va adhérer pour pouvoir proposer ou avancer, je pense. Oui, mais tu as raison là. On peut pas ouvrir trop large. Il faut aussi qu'il y ait des délimitations de l'empan des recherches. Et ça, c'est très important, sinon on ne s'en sort pas, ce n'est pas faisable. Alors, on peut se questionner sur, justement, qu'est-ce qui nous permet de délimiter notre recherche. Et je pense que là, pour le coup, il y a des appuis théoriques, il y a des appuis épistémologiques aussi, qui font que, eh bien, on est dans cet espace, et on va pas déborder, non pas parce que au-delà c'est pas intéressant, mais c'est parce qu'il faut rendre la recherche faisable. Oui.
Ben, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite un bon retour. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que les gens qui vont t'écouter, qui vont lire, parce que je vais essayer de transcrire cet entretien pour qu'on garde aussi un support papier qu'on va annoter. C'est très intéressant aussi. Donc voilà, ben, je te dis merci. Ben, merci à toi.